J'ai donc maintenant le plaisir de vous présenter Stéphane Robinet, pharmacien d'officine. La précision est importante car son contact avec la clinique est toujours d'actualité. Il habite Strasbourg et il est également président de Pharmadict et vous le connaissez bien car il écrit dans le flyer. Donc Stéphane, c'est à toi. Et nous poserons des questions après l'intervention du professeur Zulino. Bonjour. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici à Paris, dans cette belle ville, pour parler d'un sujet qui s'intitule « 50 000 patients sous méthadone ». Et c'est en fait un état des lieux de la situation française en matière de TSO en France, à partir d'un focus sur la méthadone. Alors, je précise bien évidemment que dans le cadre de ce colloque, je n'ai reçu aucune rémunération pour mon intervention. Et je précise également, étant dans le comité de rédaction du flyer, que à ce titre-là, nous sommes tous bénévoles et nous ne percevons aucune rémunération. Il m'arrive ponctuellement de participer à des soirées organisées par l'industrie pharmaceutique. Et dans ce cadre-là, il m'arrive de percevoir des rémunérations. Donc, en juillet 2012, on a appris qu'il y avait dans notre pays 50 000 patients sous méthadone. Et dans le comité de rédaction du flyer, ça fait une sorte de tilt dans la tête de tout le monde. On s'est dit, tiens, maintenant, 50 000 patients sous méthadone, comment ça se fait? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Donc, à l'époque, on a publié une dépêche APM à ce sujet-là. Un petit peu plus tard, on a repris, à partir de cette dépêche APM, un article qui a été publié dans le numéro 49 du flyer, qui a été repris par différents journaux de la presse spécialisés en addictologie. Et c'est à partir de cet article que je vais vous faire cette présentation. Donc on remarque qu'en 10 ans, entre 2000 et 2010, 2011, 2012 en l'occurrence, on multiplie par 5 le nombre de patients sous méthadone. Et on se souvient de la difficulté qu'on avait à l'époque de par la réglementation, de par l'AMM de la méthadone, à ce que ce médicament puisse toucher un grand nombre de patients. Et donc on s'est dit, comment se fait-il qu'en 10 ans, on ait multiplié par 5 le nombre des patients qui prennent ce médicament, qui ont accès à ce traitement? Alors, si on regarde l'état des TSO en été 2012, on a 160 000 patients qui prennent des TSO. Alors comment on obtient ce chiffre? On part du principe que la dose moyenne, on l'a vu ce matin, de méthadone tourne autour de 60 mg. On part du principe que la dose moyenne de dosage pour la buprenorphine ou le Subutex tourne autour de 8 mg. On regarde les chiffres de vente de l'industrie pharmaceutique, on interroge les grossistes, on voit un petit peu ce qui est envoyé en médecine de ville, à l'hôpital. On mouline un peu tous ces chiffres et on arrive à ce chiffre de 160 000 patients, qui d'ailleurs est complètement vérifié par les derniers chiffres publiés par la Caisse primaire d'assurance maladie niveau national, qui représente plus de 80-85% des assurés sociaux. Donc on est complètement dans les clous sur ces chiffres-là. Et sur ces 160 000 patients, on voit qu'on en a un petit peu plus de la moitié qui prennent du Subutex sous forme Princeps. On arrive pratiquement à 20% de patients qui prennent des génériques de Subutex, et puis à peu près 18% de patients qui prennent la méthadone sous forme de sirop, un peu plus de 10% qui prennent la méthadone sous forme de gélule, et 1% de patients, en tout cas en été 2012, qui prennent du Suboxone, nouveau médicament sorti sur le marché récemment. Donc à ça, d'emblée, 2 constats. Le premier, c'est par croissance des génériques chez les patients, et tout le monde sait ici la difficulté qu'on peut avoir à génériquer le Subutex pour de multiples raisons. Et malgré ça,
on voit qu'il y a quand même une augmentation du nombre de patients qui prennent les génériques. Alors probablement, c'est probablement dû aux nouvelles conventions pharmacien-assurance maladie, avec peut-être des régions où les caisses primaires d'assurance maladie mettent un petit peu plus la pression sur les professionnels de soins, médecins généralistes ou pharmaciens. En tout cas, c'est le premier constat. Et puis, deuxième constat, c'est cette place croissante de la méthadone, tant sous forme sirop que sous forme gélule. Donc, comment se fait-il qu'en 10 ans, on multiplie ces chiffres par 5 ? On se pose plusieurs questions au flyer. La première, est-ce que c'est la firme qui commercialise la méthadone qui a, en 10 ans, utilisé des moyens promotionnels très forts pour inciter les médecins à prescrire et les patients à prendre le médicament ? Est-ce qu'il y a un changement dans ce paradigme français qui dit buprenorphine en première intention, méthadone en cas d'échec ? Est-ce que ce sont les usagers eux-mêmes qui veulent la méthadone, qui ont envie de ce médicament, qui l'ont éventuellement testé dans la rue et qui ont trouvé que ça leur convenait et qui souhaitent l'avoir ? Est-ce que l'arrivée de la forme gélule méthadone, il y a environ 4 ans, a boosté les ventes de méthadone sirop, par exemple en déstigmatisant l'image qu'on pouvait avoir du médicament méthadone ? Ou est-ce que c'est une progression dans l'offre de soins dans notre pays ? Donc sur la pression promotionnelle de la firme, rapidement, le titulaire de l'AMM, ce n'est pas Bouchara-Recordati, c'est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. La pression promotionnelle de la firme me paraît, en tout cas, et nous paraît plutôt faible par rapport à ce que ça pourrait être fait avec d'autres moyens. L'équipe est assez peu nombreuse et le soutien des équipes du champ spécialisé se fait tout de même à minima. Donc dans notre esprit, ce n'est pas la firme qui a créé cette multiplication par 5 du nombre de patients. Est-ce qu'il y a un changement dans ce paradigme français, buprenorphine en première intention, méthadone en cas d'échec ? Eh bien non, en 2012, on se rend compte qu'on fonctionne toujours de la même façon. Un patient lambda qui souhaite bénéficier d'un médicament de substitution aux opiacés, d'une façon générale, il va chez son médecin généraliste. Le médecin généraliste lui prescrit de la buprenorphine parce que légalement, il n'a que cette possibilité-là. Très souvent, le patient est stabilisé, il trouve une pharmacie qui délivre le médicament dans de bonnes conditions. Donc, d'une façon générale, ça se passe, on va dire, plus ou moins bien. Et en cas d'échec, entre guillemets, le médecin va être amené à diriger ou à orienter son patient dans un milieu plus spécialisé, avec une équipe pluridisciplinaire qui pourra offrir des prestations de soins plus élaborées. Donc voilà, d'une façon générale, pour le plus grand nombre des usagers, des patients, ça fonctionne toujours comme ça en France. Même si on peut se poser quelques questions, comme l'accès généralisé en première intention à la méthadone, par exemple, ce qui se fait en Belgique ou en Suisse. Sur la demande croissante des usagers, on voit qu'on a une augmentation stable et régulière et reproductive de 4000 patients par an. Et c'est vrai que ce médicament a une bonne image auprès des usagers quand on discute avec eux, quand on a l'habitude d'être dans des relations qui permettent de connaître les pratiques des gens et leurs souhaits. C'est vrai que pour les usagers, d'une façon générale, d'opiacés, la méthadone est perçue comme un produit plutôt efficace. De même, la méthadone a une bonne image auprès des pouvoirs publics, puisque on remarque que lors de l'avis de la commission de transparence, donc avis émis par la Haute Autorité de Santé pour un médicament qui n'était pas la méthadone, mais un autre traitement de substitution aux opiacés, cette Haute Autorité de Santé a déjà donné des sortes d'indications préférentielles de la méthadone, c'est-à-dire en cas de dépendance sévère, en cas de difficulté à renoncer à l'injection, en cas de comorbidité psychiatrique, en cas de polyconsommation, dans des situations de précarité importantes. Et puis bien évidemment, pour les patients chez qui on doit instaurer un traitement antidouleur avec des agonistes opiacés, eh bien dans ces situations-là, la Haute Autorité de Santé préconise plutôt ou met en indication préférentielle la prescription de méthadone. Donc, on peut dire que pour une certaine proportion de patients en échec avec le médicament qui contient de la buprenorphine, ces patients iront inéluctablement, à un moment ou à un autre de leur parcours de soins, vers le médicament méthadone.
Sur l'impact de la commercialisation de la gélule méthadone, on se rend compte, et c'est la réglementation qui veut ça, puisque pour pouvoir accéder aux médicaments méthadone sous forme gélule, il faut avoir pris le médicament méthadone sous forme sirop pendant au moins 1 an. Et puis, il faut repasser par un centre spécialisé pour avoir un avis spécialisé d'addictologue. Parce que peut-être qu'un médecin généraliste qui suit son patient depuis plusieurs années n'a pas suffisamment, aux yeux des pouvoirs publics, d'esprit critique en addictologie pour pouvoir faire ce switch galénique qui est fait avec tous les autres médicaments d'une façon assez spontanée, on va dire. Si on regarde la proportion de gens qui prennent le médicament méthadone sous forme gélule, on voit que la courbe suit complètement parallèlement ceux qui prennent de la méthadone sous forme sirop, et c'est normal puisque, en quelque sorte, ce sont des personnes qui prenaient de la méthadone sous forme sirop qui vont la prendre sous forme gélule, et ceux-là vont être remplacés dans les centres primo-prescripteurs de méthadone ou dans les systèmes primo-prescripteurs de méthadone par de nouveaux patients à qui on va prescrire de la méthadone. Donc en fait, les courbes sont complètement parallèles, donc ce n'est pas ça qui a fait augmenter le nombre de patients. Malgré cela, on se rend compte, si on regarde cette carte où on voit la proportion de patients qui bénéficient de la méthadone sous forme gélule par rapport aux patients qui bénéficient de la méthadone sous forme sirop, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité en fonction des régions. Donc en fait, ça veut dire que la nécessité de repasser par un centre spécialisé pour avoir un avis d'addictologue, on peut penser que c'est un frein. Eh bien, on se rend compte, en regardant cette carte, que parfois, ce n'est pas du tout un frein, puisqu'il y a des départements où on a 50% de patients qui ont le médicament sous forme gélule par rapport aux patients qui ont le médicament sous forme sirop. Et puis, des endroits où la proportion est très faible. Donc là, déjà, on se rend compte qu'il y a une histoire de pratique professionnelle qui rentre en ligne de compte, plus que de réglementation et strictement. Sur la progression de l'offre de soins, oui, très clairement, là, on pense qu'il y a des événements qui, au cours de ces 10 dernières années, ont eu des impacts non négligeables sur le système français. Par exemple, en 2002, la circulaire qui a modifié les conditions de prescription de méthadone et de primo-prescription, puisqu'au départ, les primo-prescriptions de méthadone pouvaient se faire exclusivement en CSST, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, donc dans un lieu spécialisé en addiction. Eh bien, en 2002, il y a une modification de ces conditions de prescription pour donner la possibilité aux praticiens hospitaliers, aux médecins des hôpitaux, de primo-prescrire de la méthadone. Alors, ça a été fait au départ surtout pour donner la possibilité à ce qu'il y ait des initialisations de méthadone qui soient faites en incarcération. Mais du coup, ça donne la possibilité à ce que dans des hôpitaux, si vous avez un service de dermato, de gynéco ou de psychiatrie ou de gastro-hépato où on a des gens qui ont une pratique professionnelle et une expertise sur les addictions, de primo-prescrire. Parallèlement à cette circulaire, en 2002, il y a eu création des équipes de liaison en addictologie qui devraient exister dans la majorité des hôpitaux. Il y a eu également possibilité et création d'équipes spécialisées en addictologie dans les hôpitaux. Il y a eu, du coup, augmentation potentielle de l'offre de soins, puisqu'on a multiplié la possibilité de prescrire déjà physiquement et sur le plan des pratiques de la méthadone. Et puis en 2009, on a eu la circulaire qui a donné la possibilité à ce qu'il y ait une réunion, une convergence entre les secteurs addicto, on va dire drogue, entre guillemets, et puis les services addicto-alcool, de se réunir ensemble pour faire une unité d'addictologie qui pouvait offrir l'ensemble de la palette de soins aux personnes. Et alors, chose un peu particulière chez nous, finalement, on s'est retrouvé avec des XAPA qui sont entre guillemets toxicos, des XAPA qui sont entre guillemets alcool, et puis des XAPA qui sont entre guillemets généralistes, qui font les deux. Mais en tout cas, potentiellement, on a là créé la possibilité de réduire un petit peu la file active qui parfois était un peu importante à l'entrée des XAPA de l'époque. Et puis parallèlement à ça, l'élaboration par la Fédération Addiction d'un guide TSO, donc possibilité de nouveaux lieux, de nouvelles pratiques, de diffusion des connaissances. Et puis, alors ça c'est forcément quelque chose qui moi me réjouit
étant pharmacien de ville, c'est une application constante des professionnels de santé libéraux avec des médecins généralistes et des pharmaciens de ville qui ont pris en aval et qui ont fait le boulot parce que, bien évidemment, on multiplie des possibilités de primo-prescription, on multiplie les XAPA, mais au bout d'un moment, il faut bien que les patients se retrouvent dans, moi, ce que j'appelle la vie vraie, la vraie vie, c'est-à-dire en ville, et forcément avec des médecins libéraux et des pharmaciens libéraux qui sont là pour répondre présent à ça. Malgré tout, quelques questions. La méthadone, finalement, est-ce que c'est toujours un traitement de service spécialisé, un médicament de centre, comme on dit, ou c'est un médicament de ville? Puisqu'au départ, on pensait buprenorphine, médicament de ville, méthadone, médicament de centre. On se rend compte, en tout cas en fin décembre 2011, et c'est toujours pareil, qu'il y a 80% des quantités de méthadone qui sont délivrées par la pharmacie de ville, que ce soit du sirop ou de la gélule, et que ce soit à partir de primo-prescriptions qui viennent de centres spécialisés, de services hospitaliers ou de médecins de ville qui sont relais de médecins primo-prescripteurs. Et finalement, il n'y a que 20% des patients qui se font délivrer, en tout cas, la méthadone dans les centres. Donc on peut dire maintenant que la méthadone, c'est, oui, un médicament de ville. Et ils sont où ces patients sous TSO? Eh bien là aussi, à l'inverse d'idées reçues, on se rend compte que les patients sous TSO, ils sont principalement dans l'est de la France et un petit peu le nord, région de Bordeaux, et puis Languedoc-Roussillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont des problèmes de consommation opiacée dans ces régions, ou est-ce que ce sont des régions où les pratiques professionnelles se sont plus développées ou développées différemment, ou développées depuis plus longtemps? Et puis, on voit qu'on tend à une sorte de rééquilibrage, avec 50 000 patients sur 160, des patients qui bénéficient du médicament méthadone par rapport aux patients qui bénéficient du médicament buprenorphine. Eh bien, on voit que c'est complètement disparate également dans ce cadre-là selon les régions. C'est-à-dire qu'il y a 40% des patients qui sont suivis au sein de 20 départements. Et il y a 3 départements qui ont plus d'un patient sur 2 sur méthadone. Donc là, on se rend complètement compte que le fait d'être obligé de retourner dans un XAPA pour bénéficier de la méthadone gélule, eh bien, si j'ose employer ce terme, il y a des XAPA qui jouent peut-être mieux le jeu que d'autres, bien que ce ne soit pas un jeu, le soin des personnes. Mais il y a peut-être des endroits où les choses se font de façon plus spontanée, plus facile, et surtout avec des pratiques collaboratives entre le secteur spécialisé et le secteur ville qui se sont bien développées. Donc finalement, la méthadone, l'accès à la méthadone, c'est une question d'actualité depuis 2000. On vous l'a dit ce matin, ça a débuté en 2000 avec le rapport Kouchner, dont l'objectif était d'analyser pourquoi et éventuellement de rééquilibrer cet accès aux soins, et puis d'éclairer les politiques de santé sur les possibilités de le faire. On vous l'a dit également ce matin, en 2005, le Comité national stratégique hépatite virale, qui devait faire des propositions d'action pour renforcer le dépistage et la prévention, et bien évidemment améliorer la prise en charge des hépatites B et C, a recommandé d'élargir à l'époque la primo-prescription de méthadone et donc d'augmenter le nombre de patients à 35 000. Ce qui a débouché sur l'étude Métaville, dont on vous a parlé également ce matin, dont l'objectif était, dans un premier temps, de voir entre des personnes à qui on prescrivait de la méthadone en centre et d'autres à qui la méthadone était prescrite par des médecins de ville formés, est-ce qu'il y avait un bras d'une population qui allait mieux que d'autres? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de mort ni d'un côté ni de l'autre. Donc l'évolution possible de ce système, l'élargissement de la primo-prescription de méthadone en ville, Mustapha en a également parlé ce matin, la prise de position de la DGS, elle est favorable, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il faut connaître la position de la MILT, il faut connaître la position de la NSM, avec ses sous-commissions, commission des STUP, commission d'AMM. Il faut savoir si le titulaire de l'AMM, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris et le laboratoire qui l'exploite,
ont envie de faire cette modification et de la demander. Et puis quand même une question à régler, j'en ai un petit peu parlé il y a quelques minutes, est-ce que les autorités sanitaires confient une primo-prescription de méthadone à des médecins de ville alors qu'ils n'ont même pas le droit encore de faire un switch entre une forme sirop et une forme gélule? Donc cette question, elle est quand même cruciale avant de donner la possibilité de primo-prescription. Pour conclure sur ce French model, le modèle français, la France qui était plutôt mauvais élève en termes de prise en charge et dans ce qui est des politiques de réduction des risques, eh bien en 1996, pouf, tout d'un coup, tout a basculé d'un coup. Il y a eu des stratégies globales sur la réduction des risques avec les créations début des années 90 des programmes d'échange de seringues qui ensuite développé sur les CARUD, les XAPA, le Steribox disponible en pharmacie de ville, les programmes d'échange de seringues. Et puis pour les médicaments de substitution aux opiacés, à partir de 1996, un accès large et facilité à la buprenorphine avec ce qu'on a observé, pratiquement en 3 mois, 70 000 personnes qui avaient accès à un médicament de substitution aux opiacés avec des médecins généralistes et des pharmaciens qui ont tout de suite répondu à cette possibilité. Et 10 ans après, des pratiques qui se sont quand même plutôt améliorées et bien étayées, notamment chez les pharmaciens. Je le dis parce que je vois régulièrement des pharmaciens et c'est quelque chose qui est complètement perceptible dans cette profession. Et puis, un accès à la méthadone en seconde intention, chez qui la buprenorphine ne donne pas les résultats obtenus, ceux pour qui ce n'est pas le meilleur choix. Donc la possibilité de mettre en œuvre des équipes spécialisées avec forcément une palette de prise en soins beaucoup plus étayée. Et puis, bien évidemment, les pratiques de relais de ville qui se sont également mises en place, avec donc possibilité à ce qu'il y ait ce flux entre le secteur spécialisé et le secteur de ville, avec des médecins de ville et des pharmaciens de ville, qui parfois vont même au-delà d'une réelle implication. Alors, quelques questions sur les évolutions futures, tant en termes de TSO que de politique de réduction des risques. Alors, pour commencer, ce qu'on observe un petit peu, l'augmentation de la part du générique, est-ce que c'est quelque chose qui est purement ponctuel et politique ou c'est quelque chose qui va se mettre en place et se développer? Ce nouveau médicament Suboxone mis en place, donné à disposition en mars 2012, est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Actuellement, quand je discute avec les pharmaciens, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle réponse, en tout cas des usagers. Mais bon, c'est des choses à observer et en tout cas, c'est dans le paysage des médicaments. On verra l'évolution de tout ça. Et puis en termes de réduction des risques, les salles de consommation à moindre risque, on en parle, c'est fait, c'est pas fait. On a l'impression qu'à Paris, c'est pratiquement fait. Après, on se rend compte que quand on en parle avec les gens qui sont là-dedans, il y a encore pas mal de questions. On parlait également de Marseille, de Bordeaux. Marseille, Bordeaux, on demande aux maires de s'impliquer directement dans les projets. Il semblerait qu'ils aient plus trop envie. On parle également de Strasbourg. Est-ce que, en tant que ville peut-être un peu plus anonyme, est-ce que ça pourrait être une possibilité pour être un peu moins focus national? Également sur l'héroïne médicalisée, la substitution injectable. Est-ce que, à force de laisser les gens se faire des injections dans de mauvaises conditions avec des médicaments qui ne sont pas faits pour, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu un jour ou l'autre de créer, par exemple, une buprenorphine injectable ou bien d'aller sur des politiques qui mettent en place l'héroïne médicalisée? Ça, on pourra en parler avec le professeur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Zulino, qui parlera après moi. Donc, est-ce qu'il y a un renforcement de l'offre de soins qui est à prévoir de ce côté-là? Donc, pour terminer, l'accès au TSO, on l'a vu, c'est un très très bon marqueur de l'accès aux soins des usagers de drogue, en tout cas opiacés, et ça, on a vu à partir avec le Subutex en 1996.
L'accès à la méthadone, ça va plus témoigner d'une pratique et surtout d'une collaboration de pratique entre le secteur spécialisé et le secteur ville. Et puis, je terminerai en disant que toutes ces mesures de réduction des risques, le Steribox, les hébergements sociaux, les mesures à venir, salles de consommation à moindre risque, etc., eh bien, c'est du soin. C'est du soin, c'est de nature à favoriser le soin, de la même façon que le médicament, c'est également de la réduction des risques. Je crois qu'il faut perdre effectivement cette idée qu'on puisse avoir d'un côté de la réduction des risques et de l'autre côté du soin, et qu'entre les deux, il y a une sorte de no man's land. En fait, on est dans le soin, dans l'attention, dans prendre soin d'eux, que ce soit avec le médicament ou avec la réduction des risques. Merci.